sommaire de cette édition, Muhammadu Buhari a été réélu président du Nigeria avec 56% de voix, selon les résultats définitifs communiqués par la commission électorale ce mercredi matin. Au cours d'une conférence de presse à Windhoek en Namibie, le président congolais Félix Tshisekedi a condamné la corruption des grands électeurs que sont les députés provinciaux. Et puis le Niger a abrité du 25 au 26 février dernier la première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Présidentiel au Nigeria, Muhammadu Buhari a été réélu avec près de 55,6% de voix, selon les résultats communiqués par la commission électorale ce mardi soir. Il a battu son principal rival, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, avec une marge d'environ 4 millions de voix. Réélu président du Nigeria pour 4 ans, Muhammadu Buhari a remercié ce mercredi matin les millions de Nigérians qui ont voté pour lui et a promis d'intensifier les efforts, notamment dans la lutte anticorruption. Il a fait cette déclaration dans un court discours au siège de campagne du Congrès des progressistes d'Abuja, quelques heures après l'annonce officielle de sa victoire, en pleine nuit avec 56% de voix contre 41 à son principal rival Atiku Abubakar. Dans la nuit de mardi à mercredi, la commission électorale indépendante a mis fin à 3 jours de compilation des résultats, annonçant la victoire du chef de l'État sortant avec une avance de près de 4 millions de voix sur son rival. Après l'annonce de la victoire du président sortant Muhammadu Buhari, l'opposant Atiku Abubakar a annoncé ce mercredi qu'il rejetait les résultats. Si j'avais perdu dans des élections libres et transparentes, j'aurais appelé le vainqueur dans la seconde, a déclaré le candidat du Parti populaire démocratique PDP dans un communiqué. Non seulement je lui aurais adressé mes félicitations, mais j'aurais aussi proposé mes services pour contribuer à unir le Nigeria. Mais je rejette les résultats de la parodie d'élection du 23 février 2019 et contesterai ces résultats en justice, a ajouté l'ancien vice-président. Quelques heures avant l'annonce des résultats, l'opposition avait déjà demandé aux Nigérians de ne pas tenir compte des résultats, dénonçant des fraudes massives dans l'organisation du scrutin, entachées selon elle par de graves manquements logistiques et endeuillées par des dizaines de morts dans des violences électorales. Au Bénin, les tractations pour les législatives se poursuivent. Les représentants de partis politiques ont dû passer la nuit de mardi à ce mercredi pour le dépôt de leur dossier. Au total, 7 formations politiques ont pu accéder provisoirement à ce stade du scrutin. Le premier dépôt de déclaration de candidature aux élections législatives s'est fait à la date de clôture à 23h31 à la Sénat. C'est Soumanou Toleba de FCDB qui a ouvert le bal. Union progressiste, Moël Bénin, PRD, Bloc républicain, USL et UDBN lui ont emboîté le pas jusqu'à 23h58. 2 minutes plus tard, le portail de l'institution était fermé comme le prévoit la loi. Au total, les dossiers de 7 partis politiques ont été enregistrés. Parmi les grands absents à ce rendez-vous, FCBE de Yahi Boni, mais aussi Restaurer l'espoir de Candide Azanaï. L'équipe de la Sénat ainsi prend en main la suite du processus électoral. Emmanuel Tiando, président de la Sénat. Nous sommes en train d'examiner la complétude de leur dossier, c'est-à-dire l'inventaire des pièces exigées par le code électoral, après quoi nous allons passer à la phase de l'examen des dossiers par rapport à leur conformité à la loi et par rapport à leur recevabilité. Qu'après la phase d'enregistrement, on leur délivre un récépissé provisoire qui atteste qu'ils sont venus devant la commission de réception, devant la Sénat pour présenter leur déclaration de candidature. On note cependant une flexibilité dans l'attitude de la Sénat qui initialement exigeait le certificat de conformité avant de réceptionner les dossiers. Nous n'avons pas prévu ce cas de refus d'enregistrement. Nous enregistrons tous les partis qui se présentent à nous, après quoi
nous allons procéder à l'examen quant au fond de ces dossiers et c'est en ce moment qu'on va leur délivrer on va prendre une décision de rejet ou d'acceptation de ces dossiers. Le compte à rebours commence pour la Sénat pour délibérer la liste retenue. L'incertitude plane sur les élections législatives prochaines. C'est une première au Bénin que de gros cylindrés de l'opposition ne participent pas. L'accès au quitus fiscal et au certificat de conformité ont été les principales épines dans les pieds des partis politiques. Pour mettre fin à la corruption des grands électeurs que sont les députés provinciaux, le nouveau président congolais Félix Tshisekedi a suggéré que les élections des sénateurs et des gouverneurs se fassent au suffrage universel. Félix Tshisekedi a fait cette suggestion au cours d'une conférence de presse à Windhoek, en Namibie. 3 candidats aux élections sénatoriales en République démocratique du Congo ont annoncé avoir retiré leur candidature à cause du monnayage des voix au niveau des assemblées provinciales. Certains députés provinciaux exigeraient jusqu'à $50,000 américains des candidats gouverneurs ou sénateurs. L'affaire commence à faire grand bruit à Kinshasa particulièrement. En plus de certains candidats sénateurs, le phénomène a également été condamné publiquement par l'Église protestante. Tout en condamnant ces pratiques, le nouveau chef de l'État a, lors d'une conférence de presse à Windhoek en Namibie, proposé de modifier le système électoral. Pour mettre fin à cette corruption des grands électeurs que sont les députés provinciaux, Félix Tshisekedi a suggéré que les élections des sénateurs et des gouverneurs se fassent au suffrage universel. Il a une fois de plus affirmé que la lutte contre la corruption figure parmi les principaux axes de son programme. Dans la société civile, beaucoup d'organisations restent pessimistes quant à l'issue de ces dénonciations et disent attendre des actions concrètes de la part de la justice. Renvoi ce mardi en République démocratique du Congo par les autorités ougandaises de 70 anciens membres de la rébellion du mouvement du 23 mars, M23. Un rapatriement qui entre dans le cadre d'un accord signé en 2013. L'Ouganda a remis plus de 70 anciens combattants du M23 au gouvernement de la RDC. Programme de rapatriement volontaire oblige. Les ex-rebelles, accompagnés de 10 membres de leur famille, ont quitté l'Ouganda mardi via l'aéroport d'Entebbe en présence de représentants de l'ONU. Ce rapatriement fait suite à une réunion d'avril 2018 lors de laquelle l'Ouganda, le Rwanda, la RDC se sont accordés sur une campagne de sensibilisation auprès des anciens du M23 afin d'intensifier leur retour. À en croire le porte-parole du ministère ougandais des Affaires étrangères, le transfert de mardi porte à 316 seulement le nombre total d'ex-rebelles M23 rapatriés depuis l'Ouganda sur un total d'environ 1500. Dernier mouvement des rébellions à dominante Tutsi, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda dans l'est de la RDC, le M23 avait été défait en novembre 2013 par l'armée congolaise après 18 mois de guérilla au Nord Kivu. En décembre 2013, à Nairobi, le M23 et Kinshasa avaient signé des engagements, notamment pour ouvrir la voie au rapatriement de la plupart des combattants de l'ex-rébellion depuis l'Ouganda et le Rwanda, où ils avaient trouvé refuge en vue de leur réinsertion dans la vie civile. Je l'annonçais en titre, le Niger a abrité du 25 au 26 février la première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel, ainsi que la table ronde du financement du plan d'investissement climat pour la région du Sahel. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. La conférence a permis aux chefs d'État et de gouvernement réunis à Niamey ainsi que les experts de faire l'état des lieux et des impacts liés au dérèglement climatique dans le Sahel, des changements qui freinent le développement du continent en général et de la région en particulier. La France, partie prenante à cette conférence et sur l'accord de Paris sur le climat, était représentée par le ministre de la Transition écologique et solidaire. François de Rugy a confesser que l'Afrique n'est pas la cause des changements climatiques. Ayons le courage de le reconnaître, l'Afrique n'est pas responsable de ces dérèglements climatiques. L'Europe, l'Amérique, l'Asie sont les premiers responsables et doivent mener une action urgente et impérieuse
pour lutter contre l'effet de serre. Le continent africain ne représente que 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, mais 65% de la population africaine est touchée par les conséquences du dérèglement climatique. La Banque africaine de développement, chef de file des partenaires techniques et financiers, a relevé quelques points d'intérêt qui paraissent importants pour les partenaires techniques et financiers. Le premier point est la création d'un environnement favorable aux investissements, tant publics que privés, conséquent pour la résilience au Sahel. Le second point est l'alignement avec les contributions déterminées au niveau national et enfin la mise en place d'un dispositif institutionnel souple consolidant les efforts des initiatives existantes pour coordonner la mobilisation du financement et le suivi et évaluation. Le président nigérien, président de la Commission climat pour le Sahel, a appelé à la mise en œuvre des mesures d'atténuation. L'Afrique en général, le Sahel en particulier, possède un potentiel dans les énergies renouvelables qui commence à peine à être exploité. Nos ressources dans le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, la géothermie, la biomasse pourraient satisfaire nos besoins et au-delà. C'est dire que les pays du Sahel doivent porter une attention particulière au projet Desertec afin de le promouvoir avec notamment les pays européens qui le souhaitent. À l'issue de la conférence, les chefs d'État et de gouvernement ont validé le plan d'investissement pour le climat ainsi que le programme prioritaire pour catalyser les investissements. Les chefs d'État ont décidé de maintenir le plaidoyer pour mobiliser les 4 000 milliards de dollars américains nécessaires. Ils ont aussi annoncé la contribution de leur pays à hauteur de 10% du montant. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. L'ONG de défense de la liberté de la presse s'insurge. Je fais le lancement de la revue. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Notre première destination du jour est le Cameroun, où Essingan nous informe du détournement de 107 milliards de francs CFA du compte de la CAN. Affaire Camto, le Messager nous apprend que les avocats récusent le tribunal militaire. Deuxième escale, le Togo. TM Togo Matin nous fait savoir que Fort Yassingbe a inauguré hier à Kuntu une centrale solaire d'une valeur de 320 millions de francs CFA. 2 mois après les législatives du siècle, les réformes restent encore au stade de rêve lointain, nous apprend Liberté qui informe également ses lecteurs que les jeunes militants de l'opposition arrêtés à Bafilo ont recouvert leur liberté. Direction le Sénégal, scrutin du 24 février 2019, échec des alliés, écrit en titre Sud Quotidien. En attendant la proclamation des résultats provisoires et officiels, Macky Idi, chiffre contre chiffre, peut-on lire en manchette de Vox Populi. Le Soleil, lui, nous apprend que l'Union européenne a évalué positivement le scrutin présidentiel. Lutte contre l'insécurité au Burkina Faso, le patronat burkinabé offre 100 millions de francs CFA au FDS, écrit en première page Sidoya. Coopération sino-burkinabé, le quotidien nous apprend que la Chine a fait don de 1000 tonnes de riz à la population de Yako. Et pour finir, en Côte d'Ivoire, le nouveau président de l'Assemblée nationale sera connu le 8 mars prochain, écrit en titre Fraternité Matin. Le chef de l'État a reçu la directrice générale de l'UNESCO, écrit en manchette Fraternité Matin. Crise de l'école pour réclamer la reprise des cours, FESCO sort les griffes, écrit en première page Le Sursaut. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 27 février 2019. Merci de l'avoir suivi. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.